Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur la radio Boxe Attitude. Donc c'est les podcasts audio. Vous avez aussi en description les liens vers les sites pour écouter directement en audio, c'est beaucoup plus pratique. Mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, participer à notre débat sur YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagné de l'encyclopédie de la boxe. Vincent, comment ça va? Salut JC, salut à tous. Écoute, ça va très très bien, merci. Vincent, que vous avez entendu il n'y a pas longtemps sur la chaîne principale, c'était vendredi dernier, donc là la vidéo sortira lundi, où tu nous as fait un top 12 des boxeurs les plus mythiques. Est-ce qu'il a été facile à faire ce top 12? Écoute, comme c'est une époque que j'aime beaucoup, je connaissais pas mal les noms, je l'avais déjà plus ou moins en tête, donc ça va, j'ai réussi à le faire assez vite. D'ailleurs, t'as vu, on a mis qu'une semaine au final entre nos deux vidéos, donc ça va, j'ai réussi à dresser ça assez vite. Ouais, mais toi, t'as même mis quelques jours, parce que quand je te l'ai dit, quelques jours après, c'était bon, tu me l'avais envoyé. Voilà, exactement. Non, mais après, c'était comme si une époque, en fait, des époques même, puisque ça s'étend sur pas mal de décennies que j'aime beaucoup. J'avais plus ou moins en tête, effectivement, mon classement, ouais. Et j'en profite juste au passage pour dire, par rapport à ce podcast, c'est un abonné non coupable qui m'a fait remarquer que j'ai fait un petit oubli sur Harry Greb, sur son fameux record de 37 combats une année qu'il a battu en 1919 avec 45 combats, 45 victoires une année. Voilà, je l'avais précisé dans ma vidéo sur Harry Greb, qui est toujours en ligne sur la chaîne Boxe Attitude, mais j'ai oublié sur ce podcast. La folie, c'est des chiffres qui tournaient la tête. Très impressionnant. Bon, aujourd'hui, on va parler tu es venu avec un sujet aujourd'hui pour parler des petites catégories qui, pour moi, ils ont un peu finalement ce charme peut-être de la boxe d'antan. Je trouve qu'on retrouve un peu de ça chez les petites catés. Et donc on va en parler. D'ailleurs, j'ai noté une petite anecdote. Je sais pas, on va voir si tu la sais. Juste avant qu'on fasse le podcast, j'ai noté une petite anecdote qui est assez marrante. Avant ça, on va faire un petit tour d'horizon, Vincent. Donc des différentes infos que j'ai trouvées intéressantes sur ces derniers jours. D'accord. Donc, on part sur le principe un peu du comment va la boxe. On revient sur l'actualité récente de la boxe. D'abord, je voulais parler du combat de Kazuto Ioka qui a eu lieu il y a quelques jours là. Donc qui défendait pour la 5e fois son titre WBO des super mouches. Donc on est à moins de 52,100 kilos à peu près. Et donc il a pris sa revanche, c'est ça qui est assez marrant, sur Donny Nietes. Et c'est lui qui l'avait battu déjà quand il a voulu s'emparer de ce titre WBO qui était vacant. Il avait échoué à ce moment-là, puis dans la foulée, il avait quand même tenu ce titre qui était vacant encore une fois. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs Nietes n'a pas défendu cette ceinture. Ça, je suis pas au... Il a eu une grosse période d'inactivité, Nietes, suite à ça. Alors est-ce qu'il voulait arrêter la boxe et que finalement il est revenu? Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, ouais. D'accord. Et je suppose que tu sais qu'il fait partie d'ailleurs Nietes des rares Philippins qui ont remporté des titres dans 4 divisions de poids au moins. Tout à fait. Les deux autres noms qui l'ont fait, tu vas les dire, hein? Bien sûr, Manny Pacquiao et Nonito Donaire. Exactement, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et Kazuto Ioka, lui, par contre, est le seul japonais, je crois, qui a été champion dans 4 catégories. Je pense pas que c'est le seul, Vincent. Je sais pas. Parce que le premier, je l'ai découvert, je crois, grâce à Hippo, le manga. Et c'est pas Ioka. Donc il faudrait que je ressorte mes notes, mais je sais que il y a le 4 KT qui l'a fait. Ouais, je crois bien, ouais. J'irai vérifier. Peut-être que je dis une bêtise, mais... de toute façon, je pense que bientôt on en aura un autre d'ici l'an prochain. Inoue, il est à combien? Il est à 3, Inoue. C'est pour ça que je dis on en aura un autre d'ici l'an prochain, je pense. Et Tanaka, il est à combien? Kosei Tanaka. Ah oui, si, t'as raison, mais oui, c'est Tanaka. Et non, Tanaka, il a pas réussi les 4, je crois, justement. Il devait le faire face à Ioka et ça c'est pas passé. On ira vérifier nos notes. On ira le vérifier, ouais. Mais bon, en tout cas, faire 4 KT, d'ailleurs, ça pourrait être un sujet de vidéo, ça, les boxeurs qui ont gagné dans 4 divisions. Je pense pas qu'il y en a tant que ça, hein. Ouais, il y en a de plus en plus au fil des années avec la multiplication des fédérations, mais c'est vrai que il y a, après 5, on va vite faire le tour pour le coup, mais c'est vrai que 4, il y en a pas tant que ça, c'est vrai non plus, ouais. Ouais, je pense quand même que tu peux, ça pourrait faire un chouette sujet et peut-être même mettre en avant des boxeurs qui sont moins connus. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que ce combat-là, tu as pu le voir? Est-ce que tu l'attendais? Je trouve qu'il est passé un peu sous les radars.
Ouais, il est totalement passé sous les radars. Bon, après, c'est un peu souvent le cas avec tout ce qui est les combats qui sont faits en Asie. Moi, je voulais quand même le voir parce que j'avais vu, je me souviens à l'époque, le premier combat qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai toujours bien aimé Kazuto Yoka. J'ai toujours un peu suivi, enfin toujours. Je vais pas dire qu'elle était en Popeye, je le suivais déjà, mais c'était déjà la période où il avait commencé à prendre de l'ampleur, qu'on parlait de lui, donc il m'avait beaucoup intéressé. Le premier combat d'ailleurs, il y avait eu des polémiques malgré le fait que ce soit au Japon. Il y avait beaucoup qui pensaient que la décision aurait dû revenir à Yoka, c'était assez serré. Donc là, je l'attendais, mais en me disant aussi, bon, ça arrive un peu sur le tard cette revanche parce qu'on savait que Nietes, il y avait une longue période d'inactivité, qu'il n'est pas tout jeune. Donc je me disais, il n'y aura pas trop de problèmes pour Yoka. Et bon, pour le coup, je trouve quand même que Nietes a fait un beau combat, un très beau combat, même sur pas mal de points. Mais après, ça a été victoire assez logique de Yoka au point, je trouve. Ouais, je suis d'accord, c'est un beau combat de boxe, mais après, je dois avouer que je ne les ai pas trouvés dans une très grande forme. Même Yoka, je ne l'ai pas trouvé dans un état de forme excellent. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je l'ai. Je pense que oui, peut-être que Yoka aussi, il faudra que je regarde son âge. Bon, il est pas si vieux, mais il a quand même accumulé quelques combats, il a fait 4 KT. Peut-être que il savait que Nietes c'était plus que c'était, alors peut-être il l'a un petit peu pris, je vais dire pas à la légère, mais peut-être il s'est pas entraîné de la façon la plus optimale, mais ouais, c'est vrai que c'était pas forcément le top niveau de Kazuto Yoka, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, non, j'aime bien Yoka. Yoka, je l'ai découvert, je crois que c'est grâce à toi, justement, quand on avait préparé l'avant-combat pour le combat contre Tanaka. Et je m'étais mis à le suivre bien. Et il y avait eu cette anecdote après où ils avaient eu un problème de contrôle antidopage. Il y avait eu une erreur, donc ils avaient débarqué chez eux, les flics et tout, ils avaient éclaté la porte. C'était complètement fou. Je crois que c'était même pas du dopage, je crois que c'était pas une histoire de drogue, genre cannabis, un truc comme ça. En fait, c'est suite à le contrôle antidopage, il y a eu une erreur, ils ont pensé qu'il y avait une prise de cannabis dans, alors je sais pas si c'était leurs urines ou je sais pas trop, mais du coup voilà, donc mais c'était vraiment une faute quoi, parce que finalement ils ont été blanchis tous les deux. Mais alors, les conséquences, ils ont débarqué chez eux avec les flics et tout. Dans aucun pays, tu vois ça. Hein. Ah, mais c'est vrai que le Japon, sur les drogues, ils rigolent pas, ouais. Putain, c'était impressionnant. Et donc voilà. Non, rien à dire de plus hein, pour rapport à Yoka. C'est vrai que sur des catégories, il y a quand même des jolis noms. On est chez les super mouches et donc on aimerait bien voir quand même un peu des combats, des plus belles affiches. On pourrait les faire. Ben ouais. Moi, Yoka, c'est un peu mon regret là de pas le voir. Ça affrontait un peu le gratin. Alors moi, celui que je pensais qui peut-être serait le plus à même de le faire, c'est Chocolatito, qui a déjà boxé au Japon, qui a pris des titres au Japon. Donc je me disais, ça serait pas mal de le voir maintenant qu'il a plus de ceinture en plus. S'il n'obtient pas son 3e combat contre Estrada, pourquoi pas essayer d'aller au Japon en fin d'année face à Kazuto Yoka. Ça pourrait vraiment être quelque chose de très intéressant, moi je trouve. Formidable, ce serait une très belle affiche. Et tiens, vas-y, dis-moi, tu te donnerais favori qui du coup? Ah, je t'avoue que là, Chocolatito, moi, mais Chocolatito ces derniers temps quand même m'impressionne beaucoup. Et donc, il y a le contexte du Japon, c'est vrai. Yoka, c'est un immense boxeur, mais je fais pencher un peu plus la balance de Chocolatito malgré tout parce que je trouve que ses dernières performances, moi, je comprends pas. Franchement, qu'il soit, on l'avait vraiment enterré après Sorung Visay, mais franchement, il est revenu très fort, je trouve. Incroyable. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je vois aussi un petit avantage avec Chocolatito. Alors, on va passer à un autre nom qu'on aime bien, hein, c'est Teofimo Lopez. On l'a suivi depuis Rio, hein, on le suit depuis un moment. Hein, il avait d'ailleurs perdu contre Sofiane Omiya. Et puis, quel chemin il a fait depuis, hein, un chemin hyper impressionnant en allant jusqu'à battre Lomachenko. Et quel Lomachenko il bat en plus. Donc, bien sûr, il faut toujours remettre dans le contexte, mais faut le dire, c'était un grand exploit ce qu'il a fait. Une ascension ultra rapide et il a donc unifié les ceintures chez les légers. Et puis, il y a cette petite glissade contre Kambosos. Voilà, le Lopez qui a un peu pris la grosse tête. Son papa aussi qui a un peu pris la grosse tête, je pense. Je t'ai vu débattre avec des abonnés comme quoi il quitterait pas son papa et tout. Je pense que tu vas en dire un petit mot. Mais il fait son retour. Alors, qu'est-ce que tu attends de Teofimo Lopez vraiment, Vincent? Moi j'attends pas mal de lui parce que comme tu l'as dit, c'est un boxeur qu'on a vu évoluer. Moi je me souviens, j'avais vu même son premier combat pro, je m'en souviens très bien, c'était un sous-carte, c'était le tout premier combat qu'il y avait sur la carte avant Manny Pacquiao contre Jesse Vargas. Et c'est là que j'avais découvert plus ou moins.
Et il avait été très impressionnant. Et après, bon, j'ai suivi, moi, il m'a épaté quand il fait sa première prise de titre contre Richard Comet. C'est hallucinant comme il le balait en 2 rounds. Et puis, bon, bien sûr, Lomachenko. Et en fait, j'avais toujours eu ce truc avec Lopez, notamment après Loma, j'ai dit, par certains aspects, tu vois, il me rappelle Fernando Vargas. J'ai dit, il faudrait pas que comme Vargas, ça aille très vite et ça descende très vite. Et puis, il y a eu Kambosos. Et là, bon, effectivement, il y a eu tous ces problèmes qui, pour moi, je pense, sont dus aussi à une mauvaise gestion à ce moment-là de sa carrière. Je pense qu'il avait Top Rank qui gérait très très bien sa carrière. Et puis après Loma, on sait qu'il s'est un peu brouillé avec Top Rank, Teofimo, c'est-à-dire qu'il s'est un peu vu comme un Mayweather à Valner. Il s'est dit, maintenant que j'ai battu celui qui était considéré comme le numéro 1 pound for pound, je suis le roi, je fais ce que je veux, Top Rank, vous me payez tant, ok, vous voulez pas, je vais voir ailleurs, je vais négocier avec DAZN, avec Thriller. Et en fait, il a cru qu'il avait les épaules pour gérer toute une carrière avec son père. Et moi, je pense que le fait qu'il ait viré son nutritionniste et tout dans cette période, on le sait, à mon avis, ils ont été en roue libre. Et c'est ce qui fait que face à Kambosos, on l'a vu, voilà, tu en avais très bien parlé dans ta vidéo réaction, la façon dont il aborde le combat et tout. C'est qu'à mon avis, quand il n'y a pas Papa à Rome, on va dire, derrière pour juguler un peu tout ça, ben ça marche moins bien. Et d'ailleurs, il l'a dit, le Papa Lopez, après le combat, il a dit oui, on va retourner voir Bob Arum. Donc peut-être que lui aussi, il a compris que c'est bien beau d'avoir du talent, mais hélas, la boxe, c'est aussi un business et il te faut un bon entourage. Et là, bon, écoute, je sais pas trop dans quelles conditions il revient. Il n'a pas tant communiqué que ça, Lopez, en fait. Sur ça, il s'est vraiment fait oublier depuis cette... De toute façon, depuis Loma, il s'est un peu fait oublier parce que si tu regardes, toute l'année dernière qu'il a perdu pour au final arriver à une défaite face à Kambosos. Donc la hype, elle est vraiment retombée. Et moi, du coup, j'attends vraiment de le voir revenir, surtout dans cette caté des super légers, puisque là, on va en parler, il va faire ses premiers pas en super léger face à Pedro Campa. Et donc moi, c'est un boxeur que j'aime beaucoup, j'adore son style, vraiment, ce shoulder roll offensif. Je trouve qu'il a le truc, Lopez, en plus, tu vois, il a la gueule, il a le look, il a la personnalité. Mais je me pose des grosses questions aussi sur lui, sur est-ce qu'hélas, on n'est pas sur une carrière un peu à la Vargas, c'est-à-dire qu'il est vite monté au sommet et il s'est brûlé peut-être un peu les ailes. Je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi, bien sûr. Hein. Le problème de ces boxeurs, c'est qu'aujourd'hui, ils se voient trop beaux, trop tôt, surtout avec les réseaux, avec l'argent qu'ils accumulent très rapidement. Ça leur fait un peu tourner la tête. Hein. On a plusieurs exemples. Hein. On a les frères Charlot, Jermal, qui on le voit un peu quand même batailler dans ses derniers affrontements. Alors lui n'a pas encore connu la défaite, mais on le voit un peu en difficulté. On pense à Edgar Berlanga, on voit aussi en difficulté maintenant que l'adversité augmente. Et pourtant, ce sont des boxeurs qui sont des stars sur les réseaux, qui remplissent des salles, il y a une vraie ferveur. Et alors, Charlot, lui, a un titre, Berlanga, pas de titre encore, tu vois, donc c'est déjà... On pourra parler aussi de Ryan Garcia, j'aimerais bien que tu dises un peu ton avis sur son retour, son vrai retour, parce que là, j'estime que c'est vraiment son retour. Ouais. Donc j'aimerais que tu dises un petit mot sur lui, parce que c'est ce genre de profil qui sont déjà des stars de la boxe, comme s'ils avaient accompli des choses dans la boxe. Alors pour Teofimo Lopez, c'est un cas à part, bien sûr, parce que lui, concrètement, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire par rapport aux autres. C'est vrai que il a pris les gros noms. Plus exploser, voilà, ça peut encore plus exploser cette notoriété dans le monde de la boxe. Et derrière, comme tu l'as dit, il y a un contexte aussi, c'est-à-dire qu'il va se séparer de ses promoteurs, il va avoir des problèmes il va changer de diffuseur, le combat va être annoncé sur une télé, puis ça va complètement changer pour passer sur une autre, il va y avoir plusieurs fois où ça va être repoussé, des changements de date, et quelque chose que j'avais bien anticipé quand j'en parlais à ce moment-là, c'est que ça va forcément servir à l'un et desservir à l'autre. Et je ne savais pas vraiment à qui ça servirait le mieux, et finalement c'était le challenger qui a pris son mal en patience, qui a laissé les choses se faire, et qui était là le jour J au top. Et on voit que les conditions, c'est très important, parce que quand on voit un Devin Haney, qui lui est sérieux, qui a appliqué, même s'il part en Australie pour aller défier Kambosos, le ring a parlé, tu vois, et là on a vu la différence de niveau. Et Lopez, les conditions, ça l'a foutu dedans. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et donc Lopez, bon là c'est vraiment un combat de reprise. Hein. Pedro Campa, il a 34 victoires, une défaite, un match nul. Mais c'est un boxeur il a la trentaine, mais qui a fait tous ses combats. Il y a un seul Mexique. Aux États-Unis, c'est que des combats au Mexique. Donc c'est vraiment un profil comme ça qui fait une affiche qui est assez
assez alléchant. Tu dis, oh, quand même, il prend un mec qui a un gros palmarès et tout. Mais en vrai, c'est vraiment un combat de reprise. Et c'est bien de faire ça comme ça. Il faut qu'il revienne. Ouais, tout à fait. Alors après, moi, je t'avoue que je connais pas du tout Pedro Campa. Comme tu dis, on voit que son palmarès sur BoxRec. Je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos de lui qui tournent sur ses combats au Mexique. Mais je me suis dit, en fait, bon, je pense quand même que cette fois-ci aussi, après ce qui s'est passé, ils ont eu l'intelligence d'étudier un peu le bonhomme. Parce que ce genre de boxeurs qui font tout au Mexique, en fait, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux avoir effectivement un gars qui n'a pas vraiment l'habitude du grand niveau, de la cour des grands, on va dire, entre guillemets, tout comme tu peux tomber sur un mort de faim qui en fait va disputer le combat de sa vie et peut te poser des problèmes aussi. Donc il y a pour moi une petite énigme, on va dire, sur Pedro Campa, mais je pense quand même qu'ils sont suffisamment intelligents, comme tu le dis, pour l'avoir choisi comme un combat vraiment de reprise, quoi. Le point positif aussi, je trouve, c'est qu'ils prennent un vrai poids super léger. Parce que Oui. parfois, ils nous grugent un petit peu dans ces moments-là. Ils prennent soit un léger, voire même un super plume qui grimpe. Donc, tu vois, il a une belle fiche, il a un palmarès positif et tout. Mais quand tu creuses un peu, que tu regardes les détails, en fait, c'est un mec qui vient de 2-3 catégories en dessous, qui a pris du poids. Et peut-être déjà là, tu dis, ah, ok. Mais là, non, il prend un vrai super léger. Donc, déjà, moi, je trouve que c'est un point aussi qui est positif. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, non, de toute façon, moi, je pense que cette catégorie, j'ai envie de le voir évoluer, Lopez, dans cette KT. Il en avait parlé, de toute façon, même après Lomachenko, il avait dit que lui, il allait monter de KT, donc il a voulu faire ce combat contre Kambosos. Il doit s'en mordre les doigts, le pauvre, j'ai envie de te dire. Mais, ouais, non, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, surtout que c'est une KT, les super légers. En fait, on parle beaucoup des légers parce qu'on a eu des têtes d'affiche un petit peu qui étaient assez starifiées. Mais pour moi, la catégorie des super légers, si tu la regardes aujourd'hui, elle est plus dangereuse parce que sur les mecs qu'il y a, alors on a un Josh Taylor qui, dans sa dernière performance, nous a pas vraiment épaté, qui va peut-être changer de catégorie, mais qui quand même au-delà de ça est excellent. On a Ramirez, on a Progrès, qu'on a complètement oublié, Progrès, mais qui est toujours actif et qui est hyper dangereux. Il y a Zepeda. Moi, je trouve que cette catégorie, c'est vraiment un bassin rempli de requins, tu vois, c'est vraiment très dangereux comme KT. En parlant de Josh Taylor, il devait y avoir une enquête autour de son dernier combat qui avait eu lieu en Écosse, devant son public, qui avait été un peu. Moi, j'ai du mal à le voir gagner en ce combat-là. Voilà, c'est limite. Mais il devait y avoir une enquête autour du combat. Et tu as des nouvelles de ça ou... Non, je t'avoue que alors j'étais même pas, j'avais entendu parler de ça, mais comme souvent, ils demandent des enquêtes après des décisions controversées. Je sais jamais si ça aboutit vraiment, même quand c'est des grands noms qui sont concernés. J'ai jamais vu des décisions se changer, donc je pense pas que ça ira plus loin, honnêtement. Mais après, j'ai pas suivi, je t'avoue. De lui pour le moment. Dommage, un gars qui réunit totalement une catégorie et qui est un peu sous-médiatisé comme ça. C'est vrai que c'est toujours un petit peu triste. Après, il n'a pas le titre, le style le plus attractif. Bon, ouais, c'est vrai. Alors, je voulais te faire dire un petit mot. Si, quand même, j'allais changer de sujet, mais je voudrais que tu dises un petit mot sur Ryan Garcia, s'il te plaît, parce que lui aussi a fait son combat en super léger. Alors, est-ce que tu penses qu'il va rester dans cette catégorie ou qu'est-ce que tu en penses? Lui, il a annoncé, en tout cas, il a dit qu'il resterait dans cette catégorie, qu'il ne descendrait plus en léger et que si Gervonta voulait affronter, fallait qu'il remonte. Alors, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Après, c'est pas forcément. Moi, je pense que c'est plausible parce que Ryan Garcia, il fait 1m78, je crois. Là, il va avoir quoi, 24-25 ans. Ça va commencer vraiment à tirer, je pense, un poids léger. Il doit vraiment avoir du mal à faire le poids, je pense. Surtout que tu as vu, tu le vois, il est encore très sec à la pesée super léger. Donc, je pense que c'est un mec qui va aller vers les welter, c'est sûr. Donc je me dis c'est pas impossible en fait qu'il ait vraiment trop de mal maintenant à faire le poids. Peut-être que s'il doit redescendre, c'est peut-être parce que Davis aurait pu lui faire dire s'il y a un gros combat lucratif qui arrive face à Davis et qu'on puisse lui dire bon ben allez accepte de descendre et ça va être compensé financièrement. Mais je pense que moi quand même qu'il va je crois qu'il va rester dans cette catégorie. Alors après, peut-être il y aura des catchweight aussi. Ça serait bien le genre à faire ça, tu vois, Ryan Garcia, à faire des petits catchweight avec des poids légers. Est-ce que tu penses que là, suite au combat qu'il a fait, là, j'aimerais vraiment que tu nous dises un petit mot sur ce que tu as pensé de ta performance. Est-ce que tu penses qu'il va nous teaser encore le combat contre Gervonta Davis, mais il va faire encore des combats avant que ça arrive, voire peut-être au moins un, ou est-ce que là, ça y est, avec ce qu'il a fait, ils vont le faire?
Bref, je te dirais qu'ils vont peut-être pas le faire. Moi, je croyais qu'ils allaient le faire d'ici la fin de l'année. Je suis un peu moins convaincu dans le sens où, en fait, il y a pas à la fin, il a parlé de Davis, mais sans plus. Alors que je crois qu'avant le combat, il y avait des rumeurs qui disaient que Davis, il serait peut-être sur place et que du coup, tu sais, il allait monter sur le ring. Et là, je t'aurais dit, bon, ok, ça va se faire. Le fait qu'il n'y ait pas eu ça, c'est que peut-être des deux côtés, on sait très bien que pour l'instant, ça va pas vraiment se faire. Donc ouais, je dirais plutôt qu'ils vont peut-être, à mon avis, Joe Gosson va peut-être le faire encore travailler. T'as vu que Devin Haney était là. Devin Haney, lui, était là, ouais. Mais Devin Haney, malgré le fait qu'il ait toutes les ceintures, j'ai l'impression qu'il n'intéresse pas grand monde, quoi. En fait, à part Lomachenko qui veut toutes les ceintures, ben, les autres, j'ai l'impression, parce que c'est... De toute façon, surtout en Garcia et en Davis, ils ont tout intérêt à aller l'un vers l'autre, c'est le plus lucratif. Alors qu'Haney, tu le vendras moins bien. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, ils sont souvent à se croiser. On sait qu'ils ont un passif en poids. Ouais, un amateur, ouais. Ouais, Souvent, ils sont clashés en bord du ring. Souvent, voilà, ils sont montés, ils se sont clashés. Et tu peux retrouver beaucoup d'images. Là, il a fait un petit commentaire, Devin Haney. Je l'ai trouvé gros, Devin Haney. On voit qu'il est hors période de combat. Là, je l'ai trouvé vraiment gros. De toute façon, lui aussi, il va migrer en super léger parce que tu as vu le combat contre Kambosos, la différence physique, c'était criant, quoi. C'était incroyable. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est impressionnant. Le cutting aux États-Unis, c'est vraiment une pratique qui est assez impressionnante. Ah ouais, non, là c'était moi contre. Déjà que Kambosos, c'est pas un petit poids léger en plus, mais alors là, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, je pensais pas que c'était à ce point, quoi. Alors vas-y, parle-nous de Ryan Garcia. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui et qui tu le verrais encore pour évoluer? Ben, moi, je l'ai trouvé, je te rejoins, j'ai trouvé bien hier dans ce qu'il a fait. Je trouve qu'il voilà, il y avait des meilleures préparations d'attaque. Un peu plus cérébral, c'est-à-dire moins sous l'émotion, des combinaisons voilà, qui étaient travaillées, ce qu'on voulait voir de Ryan Garcia, c'est pas juste des 1-2 où la gauche en première intention, c'était construit. Au niveau du placement, je trouvais qu'il y avait du mieux parce que c'est ce que je pense on a été beaucoup à le guetter au début parce qu'on a vu que face à Campbell, il faisait un peu, on va dire, l'erreur de base, c'est-à-dire de boxer avec le pied avant à l'intérieur du pied avant de son adversaire. Et là, il commençait le combat un petit peu comme ça, mais après, je trouvais qu'il avait un meilleur placement, il coupait un peu mieux le ring, meilleur timing aussi, j'ai trouvé, mieux défensivement aussi, beaucoup mieux défensivement, je trouve, et puis gestion de la distance surtout, c'est ce qu'il avait du mal à son dernier combat, je trouvais, face à Tagoe. Là, je trouve que voilà, il travaille très bien avec son Brava, il avait la gestion de la distance, donc il y a du plus. Alors, est-ce que ça vient de Joe Gosson? Ou est-ce que c'est aussi qu'on retrouve un Ryan Garcia qui, maintenant, qui s'est un peu remis dans le bain, ça va mieux? Je ne saurais pas trop dire encore pour l'instant, mais en tout cas, c'est un Ryan Garcia qui moi, j'ai trouvé très bien hier. Moi, évidemment, je pense qu'on est beaucoup à vouloir voir ce combat avec Davis, puisqu'il nous est teasé depuis un moment. S'il devait prendre quelqu'un avant, face à qui je pourrais le voir? Il y a un mec, moi, que j'aime bien, mais je pense pas qu'ils iront vers lui. C'est Jeremiah Nakatila, je crois, le Namibien qui a battu Berchelt en début d'année. Oh, ok. Ouais. Mais bon, c'est pas un mec qui rapporte beaucoup, qui est quand même un puncher assez dangereux, donc je pense pas qu'ils iront vers là. Moi, après, j'aurais envie de te dire, c'est risqué, mais si tu veux, au bout d'un moment, tu es obligé de prendre des risques, pourquoi pas contre un Isaac Cruz? Moi, c'est l'étape qui doit passer. Et voilà, c'est ça. Clairement, si tu veux Gervonta Davis derrière, si tu es cohérent. Et je trouve qu'ils sont quand même cohérents dans les mecs qui lui mettent en face. Ouais. Je trouve plutôt cohérents, tu vois. Donc moi, dans la suite, il faut que tu passes Isaac Cruz. Hein, si tu veux derrière affronter un Gervonta Davis. Surtout que lui en parle depuis un moment. Ouais, faut voir. Là, ça va être une autre paire de manches parce qu'en termes de punch. Ouais. Ah, puis de pressing. C'est autre chose. Non, faut voir. Moi, je te rejoins. Voilà, comme je l'avais dit dans mon débrief, je vais pas en remettre une couche ici. Je te rejoins dans ce que tu as dit, dans l'analyse que tu en fais. Je reviens juste un petit peu sur ce que tu dis par rapport au placement face à Campbell. Je suis d'accord avec toi, mais attention, Campbell, c'était une vraie école amateur. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, faut pas l'oublier. Et surtout, un mec de sa taille. Donc, c'est plus gênant de pouvoir après jouer des jambes et tout. Quand tu es face à un plus petit, c'est un peu plus, oui, bien facile, sûr, ouais. voilà, de pouvoir placer bien tes jambes comme tu l'entends et tout. Mais là, quand tu es face à un mec qui a la même morphologie que toi, t'es un peu, et qui a un peu un style aussi, comme il utilise les bras, vous vous gênez en fait. Tous les deux, vous vous gênez. Et à ce jeu-là, Luke Campbell était un petit peu plus intelligent, un peu plus soigné dans sa boxe. Et puis aussi, à ce moment-là, il avait l'expérience. Voilà, il avait Lomachenko, tout ça. Donc,
c'est sûr que, et je pense que ça joue aussi dans la tête de Ryan Garcia, et je pense vraiment que Ryan Garcia, il avait une crainte quand il a affronté Campbell, ou en tout cas, quand je dis crainte, c'est un peu fort, mais il avait une pression. Il avait une pression de, ouais, j'affronte quelqu'un, et il faut que je prouve. Et en plus, il avait été envoyé au tapis, donc t'imagines un peu dans sa tête comment ça avait dû tourner, tu vois, pendant le combat. Ah oui. Mais là, je me suis posé, et je pense que sa relation avec son entraîneur, il y a une bonne alchimie entre eux. Tu vois, je les observais à la minute de repos, comment ils se parlaient, comme tu vois comment le boxeur il écoute son entraîneur. Moi, j'observe aussi beaucoup s'ils sont nombreux à lui parler autour du coin. Et des fois, ils sont trois à donner des informations. Je dis, mais wesh, les gars, il y en a un qui parle, arrêtez de donner toutes les infos. Et là, je trouvais que c'était bien, je trouvais qu'il y avait, je voyais une équipe qui était assez cohérente. Oui, non, tout à fait. En plus, moi, j'aime beaucoup Joe Gossen. C'est un entraîneur, c'est un vieux de la vieille, on le connaît. Il a fait souvent du bon travail avec les boxeurs qu'il a eu. Donc moi, vraiment, j'ai hâte de voir jusqu'où sur quoi ça peut déboucher en fait cette collaboration. Ok. Bah écoute, on va passer au point suivant, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Un petit mot sur Dimitri Bivol. Donc, on ne le présente plus depuis qu'il a fait Canelo. Avant ça, personne n'en parlait. Maintenant, voilà. Maintenant, tout le monde connaît Bivol. Et donc, la WBA a ordonné une défense de titre contre un boxeur dont pas mal de monde parle depuis quelques temps et aimerait bien le voir avoir une chance mondiale. C'est un Mexicain, lui, Gilberto Ramirez. Donc, qui a 31 ans, 44 victoires, 30 remportées par KO. Il est invaincu et il est aujourd'hui classé 3e chez BoxRec. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là chez les mi-lourds, du coup? Ah ben moi, ça serait intéressant. De toute façon, Zurdo Ramirez, on en parlait. Alors, il n'était pas très connu, mais déjà, on sait que chez les super moyens, à l'époque, on en parlait déjà parce qu'il était invaincu, il a cumulé les victoires, puis il est monté à mi-lourd. Et oui, en fait, aujourd'hui, c'est devenu le 3e homme de la KT, derrière Beterbiev et Bivol. Donc ouais, ça serait un combat super intéressant, je trouve, à voir. En plus, il aurait des arguments, Zurdo, vraiment, face à Bivol, même si j'avantage quand même Bivol. Mais ouais, c'est un boxeur que j'aime bien, moi, Zurdo Ramirez. Donc vraiment, ça serait un beau combat. Après, c'est un gars qui a aussi des problèmes de poids. Je crois qu'à son dernier combat qu'il a fait à mi-lourd, alors il a fait du cutting à mort, mais il s'est réhydraté. Je sais plus à combien, il faut regarder à quel point il était, mais il a repris, mais il était fat, quoi. Et d'ailleurs, on a vu que même sur sa condition physique, au niveau du souffle, quoi, ça lui pesait vachement. Mais après, ouais, moi, ça serait pour Bivol, à part Beterbiev, tu peux pas avoir meilleure opposition, je trouve, que Zurdo Ramirez. Après, on sait que Eddie Hearn, il a pour plan de lui faire boxer Boitsier à Bivol, donc est-ce que ça va vraiment se faire? Ça, c'est une autre question, quoi. D'accord. Bon, bah, à voir, on suivra ça, on verra si ça se spécialise ou pas, parce qu'on sait que Canelo, bah, même s'il aimerait bien prendre sa revanche, parce que c'est dans son caractère, il va faire son 3e combat contre Golovkin, et je suis sûr que tu seras devant ta télé, Vincent. Ouais, bah oui, ouais, on y sera tous, hein, ça va être le combat un peu événement de l'année, je pense. On passe du coup à ce pourquoi on s'est rassemblés aujourd'hui avec Vincent. Vincent avait envie de parler du championnat WBA chez les poids pailles. Donc, c'est la catégorie minimum, les moins de 47,6 kilos. Voilà. Et donc, c'est le champion Tamanon Niyum Krong qui affrontera donc Chayafon Monsri. Donc, alors, pour le champion WBA, Niyum Trong, qui a 33 victoires, 9 remportées par KO et qui est invaincu. 23. Oui, 23 victoires, 9 remportées par KO. Tu m'entends? Oui, non, c'est bon, c'est ça. Ouais, non, parce que tu avais dit 33 au début, c'est pour ça que je reprenais sur 23. Ah, ouais. Ok, écoute, j'ai bien noté 23, peut-être que j'ai ma langue à fourcher. Donc, invaincu, il a 31 ans. Et donc, Monsri, qui a 36 ans quand même, 55 victoires, 19 remportées par KO et 2 défaites. Je te laisse un petit peu le présenter, Monsri. Chayafon Monsri, voilà, tu avais consacré une vidéo à l'époque, il avait fait un petit peu, il a eu sa petite heure de notoriété parce qu'il était un record de 54 victoires et invaincu, du coup, 0 défaite.
Bon, mais c'est vrai que c'était, voilà, il boxait chez les poids pailles, champion WBC chez les Thaïlandais, du coup. Enfin, c'est un Thaïlandais, du coup, un boxeur thaï, et il boxait en Thaïlande, comme font souvent les boxeurs thaïlandais. Ils restent souvent chez eux. Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait, bah, c'est très bien, il a un très bon record. Par contre, on aimerait bien voir en face un nom, un peu, même si c'est pas des KT hyper attractifs qui génèrent forcément des gros noms. Et il y avait déjà à l'époque ce fameux, alors, Tamanoun Ni Yontron, que moi je préfère appeler par son surnom Knockout CP Freshmart, c'est plus simple. Voilà, pour une fois que le surnom, parce que souvent le paradoxe avec les Thaïlandais, c'est que leurs surnoms sont plus compliqués que leurs vrais noms, si j'ai jamais trop compris. Mais enfin, pour nous en tout cas. Mais Knockout CP Freshmart, il était, lui, alors il avait pas un aussi gros palmarès, mais il était invaincu. Et on savait que c'était un bon. Et si on regardait un petit peu les combats, effectivement, on va un peu plus parler de leur style après. Ben, c'était un match intéressant. On disait, bah, lui, il était champion WBA déjà. On disait, c'est une unification de ceinture entre deux Thaïlandais invaincus, les deux meilleurs de la KT. Ça peut être intéressant, surtout ces petites KT qui sont pas en fait attractives. Ben là, c'est l'occasion de faire un peu parler de toi. Et là, ce combat, ben, il s'est jamais fait. Entre-temps, Shayafun Munsri l'a perdu contre Pechmane CP Freshmart, notre Thaïlandais qui a pris son titre et qui l'a rebattu d'ailleurs dans un combat en revanche là en début d'année. Et là, ben, l'annonce est tombée que finalement, Shayafun Munsri, il allait enfin faire ce combat contre Knockout CP Freshmart. Et on a envie de dire, ben, c'est un combat qui va être intéressant, mais ben, c'est toujours pareil, quoi. C'est dommage que ça soit pas arrivé au moment où les deux étaient, enfin, où il était encore invaincu, Munsri, et qu'il avait encore son titre, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y aurait eu du coup l'unification des deux titres dans la catégorie minimale, là, donc les poids pailles. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à. Alors, tu l'as appelé par un autre nom, toi, mais le gars justement qui a cassé l'invincibilité de Monsri, c'est donc Pania Pradapsri. Voilà, Et, ouais. et donc, il était à 54 victoires quand même au moment où il l'affronte Ouais. en 2020. Et donc, il avait dépassé justement le record de Mayweather. Voilà. S'il s'était arrêté à ce moment-là, il aurait donc, on pourrait dire que lui s'est retiré invaincu avec plus de victoires que Mayweather. Moi, je me demande parce que finalement, on a parlé de lui grâce à ça. Parce Oui. Et je me demande, lui, alors, il faudrait peut-être se renseigner, trouver des interviews que ça traduites, mais comment il a vécu ça? Est-ce que c'est venu à ses oreilles que du coup, dans le monde de la boxe, on commençait un peu à faire des articles sur lui? Parce qu'il a dû voir forcément des articles circuler dans le monde et tout. Et j'aurais bien aimé savoir un peu comment lui, il a vécu ça. Est-ce que c'est quelque chose qui l'a touché, qu'on parle un peu de lui à l'étranger? Enfin, bref, je pensais à ça. Mais peu importe, c'est pas de ça dont je voulais parler. C'est que du coup, le gars qui prend la ceinture WBC, qui devient le nouveau champion du monde des poids pailles, ce qui est fou, c'est que le combat juste après, donc il est remporté le titre du BBC, il prend un débutant. Oui. Un débutant. Alors bien sûr, le titre de WBC n'était pas en jeu parce que la WBC ne peut pas cautionner ça. Elle ne peut pas mettre son titre. C'est pas, il y a quand même comment dire, il y a quand même une réglementation qui t'oblige à prendre des adversaires qui sont dans tes challengers, donc dans les 10, au moins le top 10 de tes challengers. Donc voilà, il faut quand même qu'il faut respecter. Donc tu peux pas prendre un débutant et qui du coup direct il a un combat pour le titre. Mais c'est quand même fou de dire que le champion, le nouveau champion, son premier combat après, c'est comme si Tyson Fury, après avoir pris la ceinture de WBC à Wilder, il prenait un débutant chez les poids lourds et il l'affrontait comme ça, tu vois, quand tu prends jeu. Mais bon, c'est les petites catégories. Malheureusement, pour trouver des combats, c'est compliqué. Donc, et puis il faut bien qu'il mange. Hein, c'est pas les bourses du tout des poids lourds, voilà, donc des catégories. Mais voilà, c'était la petite anecdote. Je trouve ça assez fou. Et donc, il va faire encore cette fois-ci une défense de titre. Et après, il va faire sa revanche et qui va encore confirmer en battant à nouveau Monsri. Et donc là, arrive ce combat-là. Les autres champions, tu les connais dans cette catégorie des pailles? Non, très honnêtement, non, bon, on peut les trouver facilement sur Ring Magazine, mais non, très honnêtement, je les connais pas. Je vais pas mentir, c'est pas non plus une KT que je suis régulièrement. J'essaie un peu de m'y intéresser parce que forcément, t'essaies de donner un peu de mettre de la visibilité sur tout le monde. Après, comme ça se passe souvent en Asie, on n'a pas forcément les liens des combats, c'est pas forcément à des horaires ou des jours qui pour nous sont. Tu vois, moi par exemple, le fameux combat, la revanche entre Munsri et le nouveau champion WBC. Moi, je l'avais pas trouvé au moment où ça s'est fait. Le combat, j'arrivais pas à le voir. Je sais même pas si aujourd'hui il y a encore des liens sur YouTube. Donc, c'est pas facile en fait à suivre non plus pour nous. Donc, c'est vrai qu'à part ça, je connais pas grand chose.
Mais les deux, en l'occurrence, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on trouve quand même, parce qu'ils ont combattu pas mal, des extraits de combats sur YouTube de leurs autres combats. Et tu peux voir leur style, et c'est des styles qui sont très intéressants, je trouve. Ah, vas-y, parle-nous un peu des styles de boxeurs. Ben, Shayafun Moonsri, bon, c'est un mec qui en fait met beaucoup de volume dans sa boxe. Alors, ce qui peut paraître en fait un petit peu cliché pour une petite catégorie, c'est-à-dire d'avoir un boxeur qui, forcément, on dit souvent, ils sont plus petits, donc ils envoient plus de coups. Et c'est vrai que dans les petites catégories, il y a plus d'échanges de coups. Mais lui, bon, c'est vraiment des combinaisons qui sont très bien travaillées. Je trouvais, il a un bras arrière qui passe très très bien à chaque fois. Vraiment, ce bras arrière, il l'amène super bien. Et il l'amène vraiment, mais tu sais, jusqu'au bout. À chaque fois, tu vois la tête de l'adversaire qui part vraiment en arrière, quoi. Il l'amène très très loin. Donc ça, il a un rythme vraiment qui est très, un rythme d'enfer, quoi. Vraiment, il met un gros rythme sur les combats. Et en face, on a donc Knockout CP Freshmart qui lui est un boxeur qui est plus posé, plus cérébral. C'est-à-dire qu'il va plus chercher le timing justement pour casser un petit peu le rythme de l'adversaire et placer des contres. Il a vraiment un sens du timing que moi je trouve qui est très impressionnant. Il faut le voir quand il contre notamment un uppercut et tout, c'est assez impressionnant. C'est un mec qui a des bons déplacements aussi. Il a souvent un coup qui est très efficace où en fait il fait un peu semblant d'armer sa droite si tu veux. Et il fait un petit peu un pas de côté sur la gauche en pivotant et il t'amène vraiment le crochet du gauche au corps. C'est assez classique en fait comme type de feinte on va dire, mais il le fait d'une manière tellement efficace que c'est très très pertinent je trouve. Ok. Est-ce que tu penses que l'âge, ça va être un facteur quand même qui va jouer plutôt en la faveur du champion? Parce que Moonsri, comme on l'a dit, il a 36 ans, il se rapproche des 60 combats professionnels quand même, c'est énorme. C'est ça, il y a l'âge, il y a le kilométrage. De toute façon, après, j'avais envie de te dire que déjà à l'époque, quand il était invaincu, Moonsri, quand on parlait de ce combat, moi, de ce que j'avais vu d'eux, j'avais tendance à trouver que de par le style, Knockout CP Freshmart, déjà, je le voyais favori. Malgré le palmarès énorme de Moonsri. Et là, donc aujourd'hui, ben ouais, je pense que c'est lui qui. C'est clairement, je vois une victoire au point de Knockout CP Freshmart, moi. D'accord. Je ne vois pas arriver à le battre avant la limite quand même. Non, c'est pas. Si tu regardes leur ratio de KO, c'est pas des assommeurs. Et puis bon, c'est quand même, ça reste des combattants de haut niveau, les deux, donc ils vont pas non plus laisser de si grosses ouvertures que ça, je pense. Donc non, après, moi, je pense que ça va aller au point. Je vois que Knockout CP Freshmart plutôt. Une fois encore, voilà, ça serait bien. Alors qu'après, derrière, le vainqueur prenne le champion WBC. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le problème. Souvent, c'est dommage parce que les poids pailles, en fait, historiquement, la Thaïlande a toujours été très marquée par cette catégorie. En fait, la catégorie a été marquée par les boxeurs thaïlandais. Sure. Et dans les années 90, on avait une période comme ça où il y avait des grands champions thaïlandais, les Chana Porpawin, Anusha Potong, Phalan Sakririn. Et ils se sont jamais rencontrés, ces mecs-là. Et j'ai toujours trouvé ça dommage, en fait, parce qu'ils sont en Thaïlande, dans le même pays. Tu as un peu un énorme folklore autour de la boxe, même la boxe anglaise, parce que forcément, on pense souvent au Muay Thai, mais même la boxe anglaise, ils ont une grosse culture là-bas sur ça. Et je trouve dommage que ils s'affrontent pas entre eux. Alors, c'est un peu le même problème que nous, on a, tu me diras, dans le monde général de la boxe. Mais c'est vrai que là-bas, comme ils sont un petit peu dans le même pays que la catégorie pas trop vendeuse, alors peut-être qu'ils arrivent à bien vendre leur combat au final, mais je trouve qu'il y aurait, c'est dommage qu'il n'y ait pas en fait ces oppositions pour la faire vraiment plus vivre cette caté. Un peu comme les super mouches qui, tu vois, de base n'est pas une catégorie qui impressionne vraiment les gens, mais là on a des gros noms et surtout des gros noms qui s'affrontent quoi. Ouais, si tu regardes les catégories un tout petit peu au-dessus, tout à l'heure on parlait de Chocolatito, j'avais fait une vidéo où je retraçais le nombre de gros combats qu'ils ont fait sur 10 ans de carrière, tu vois, où ils sont prêts tous affrontés, tu vois. Et j'avais justement titré un peu de manière ironique en disant que Inoue, qui était passé par là dans ces moments-là, lui, il avait fait sa carrière un peu en parallèle, on va dire. Oh, ces noms-là, je ne vois pas de qui vous parlez. Je ne les connais pas. Et donc, il avait fait sa carrière un peu en parallèle. Mais c'est vrai que dans la boxe, en fait, comment fonctionne le système boxe, comme c'est des catégories où il n'y a pas trop d'argent, pas trop d'émulation autour des noms, on essaye de faire quand même des affiches pour que ça rapporte quand même un peu d'oseille. Donc, c'est pour ça que dans les catégories, les gars, ils s'affrontent. Tu dis, ah, mais comment ça se fait qu'ils s'affrontent tous? Bah oui, mais parce que si tu veux gagner un petit billet, il faut que tu prennes le meilleur, tu vois. Donc, parce que sinon, tu donnes pas envie au promoteur de faire une soirée avec ton nom. Mais c'est vrai qu'en Thaïlande, tu as raison, c'est un peu le problème à l'envers. C'est-à-dire que les mecs, ils font leur carrière tranquille, ils prennent des titres, mais ils affrontent pas les autres meilleurs dans leur propre pays. Alors, ça pourrait faire
des très belles affiches. Après, bon, en France, on est un peu connu pour ça aussi. Oui. Les meilleurs, ça ne s'affrontent pas entre eux. C'est très compliqué à organiser. Mais c'est vrai que c'est une autre culture à la Thaïlande et c'est marrant que ils aient pas ce truc de faire du coup des affiches avec les meilleurs qui s'affrontent comme ça. Et bon, bah là, pour le coup, on va pas bouder notre plaisir parce qu'ils vont le faire quand même. Ils vont le Donc, faire, voilà. Ah Mais ouais. après, on aimerait bien, voilà, comme je dis, que le vainqueur prenne le champion WBC, quoi. Ça serait la suite logique. Après, est-ce que ça se fera? Bah écoute, on va suivre ça. Là, le combat, il arrive mercredi, hein, c'est ça? C'est ça, mercredi. Donc, je pense que ça devrait tomber dans l'après-midi pour ceux Ouais. qui peuvent avoir l'occasion de voir une fois encore. Alors, au pire, vous me direz peut-être dans les commentaires, mais moi, c'est comme je vous dis, le dernier combat de Moonsri, sa revanche contre Petchmane CP Freshmart, j'ai voulu la voir, je suis pas arrivé, vraiment, j'ai pas trouvé le lien. Donc, si jamais vous avez des astuces pour voir ces combats en Thaïlande, je suis preneur, mais c'est vrai que c'est pas facile, hélas, de les trouver et de les voir ces combats. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, on va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver Voilà. ça. Les petites catégories, c'est important. Comme tu l'as dit, on essaie de mettre un petit peu en lumière ces champions-là qui ont quand même des parcours extraordinaires. Ouais, tout à fait. Puis franchement, vous pouvez aller voir parce que vous trouverez des vidéos quand même de combat là de ces deux gars. Et moi, je trouve que c'est des beaux boxeurs. Hein, franchement, voilà, moi, c'est agréable à voir. Alors après, c'est sûr que voilà, si vous êtes du genre à dire, moi de toute façon, déjà les légers, j'ai du mal et tout, bon, ben forcément, c'est pas pour vous. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup regarder les petites KT, qui aiment beaucoup ce qui se passe actuellement chez les super mousses, notamment avec Jesse Rodriguez. Ben, j'ai envie de vous dire, ouais, vous pouvez vous intéresser à ces divisions-là aussi. Il y a pas mal de trucs intéressants et ces deux combattants-là, moi, je trouve, ils sont vraiment très intéressants. Les gars, à chaque fois, dans les descriptions des vidéos, tout à la fin, je vous mets les noms cités, que ce soit dans les vidéos ou les podcasts. Donc, vous avez juste à aller voir les noms qu'on a cités. Hop, vous faites un copier-coller et vous faites des recherches sur YouTube pour aller regarder des highlights ou des combats complets. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. C'est vrai que c'est important de pousser un peu et de vous faire votre propre avis sur les boxeurs. Oui, oui, voilà, ouais, Puis vous verrez, des fois, vous pouvez avoir des bonnes surprises, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gars qui vous intéressent de par la catégorie ou le palmarès, mais quand vous regardez, vous dites, ah ouais, finalement, non, c'est quand même pas mal. Ok, ben écoute, super. Merci Vincent à toi. Et Ben, ouais, vas-y. non, j'allais te remercier également. Voilà, c'est tout. T'as vu, je sais pas si t'as vu le petit mot que j'ai mis. On a passé les 95 000 Oui, tout à fait, ouais. Ouais, et j'ai vu ça. t'as été le premier à venir parler boxe sur la chaîne. Hein, si je me souviens bien, c'est toi le tout premier. Ah, Donc, je pense que, il y en a ouais, eu du chemin. Hein. il y en a eu du chemin, Oui, je me souviens de notre première vidéo, je crois, c'était début 2017, hein, me semble-t-il, sur Ouais. les Fabulous Four. C'est même pas 2016. Tu crois pas que c'était pas 2016? En été? Ah, je sais pas, il me semble, parce que c'était la première fois qu'on s'était rencontrés, il me semble qu'on parlait, T'as raison, j'étais non, allé t'as raison. partir au Japon, Ouais, et ouais, t'as raison, t'as raison. on parlait de Klitschko Joshua déjà, qui allait Ouais, arriver, je crois. c'est sûr, c'est 2017, avril. C'est d'être en avril. Oui, d'ailleurs, je m'en souviens qu'on parle d'ailleurs du combat Canelo contre Julio César Chavez Jr. Enfin, on l'évoque rapidement, donc c'est que c'était un écho que d'ailleurs, oui, on avait dit que dans la vidéo qu'on pensait que Golovkin Alvarez n'allait pas arriver, et au moment où la vidéo est sortie, l'annonce avait été faite. Alors les gens ne comprenaient pas, disaient mais pourquoi vous dites que ça va pas arriver, c'est officiel. C'est vrai, je me souviens de ça. Ah, c'était cool, c'était la belle époque. Ah, dis donc, il y a eu du chemin depuis. Ah, il y a eu du chemin, ouais. Sinon, les gars, je vous le dis, je voulais vous dire, le dernier podcast que j'ai sorti là sur la chaîne de podcast, il n'a pas du tout fait de vues. J'interviewe une réalisatrice voilà, qui m'a contacté parce qu'elle a un beau projet autour d'un documentaire qui suit une troupe de théâtre qui parle de boxe. En fait, c'est un scénario autour de l'histoire d'un boxeur. Et je trouvais que le projet était assez beau. Donc, n'hésitez pas à aller quand même voir, écouter ce petit podcast et à lui donner un petit peu voilà, de force et de visibilité en partageant. C'est important, les projets culture, boxe. Voilà, j'ai toujours essayé de soutenir ce genre de projet avec la notoriété que j'ai aujourd'hui. Et donc, j'aimerais continuer à le faire et pas devenir un gros égoïste, à juste penser à mes intérêts à moi et continuer à donner de la visibilité à d'autres. Sur ce, Vincent, le mot de la fin. Bah écoute, le mot de la fin, alors je pensais, pour rapidement l'évoquer aussi,
Possiblement, on parle d'un retour, puisqu'on devait l'avoir normalement, qui combattait le mois dernier, de Julio César Martinez, possiblement pour une unification contre Sonny Edwards. Ça serait pas mal. Ok. Attends, c'est vrai qu'il devait boxer là. Il n'a pas boxé. Il devait boxer en sous-carte de Jesse Rodriguez. Il devait faire une revanche contre Mac Williams Arroyo, mais je crois qu'il a eu un petit problème. Je sais pas si c'est une blessure, un problème de santé. Il a pas pu combattre, hélas. Ouais. Donc c'est dommage parce que c'est un boxeur aussi assez atypique, intéressant, qui d'ailleurs, moi, je trouve, ressemble de plus en plus à Ricardo Mayorga. Parce que déjà, la dernière fois, il s'était fait teindre les cheveux en blond. Et là, j'ai vu que en préparation du combat qu'il devait avoir contre Arroyo, il avait teint les cheveux en rouge. Ok. Là, je l'aime bien. Il est impressionnant. Bon, on a vu qu'en termes de. Il était quand même assez limité dans son dernier combat. On a vu mais c'est un gros puncher. Il est impressionnant et il n'aura pas toujours Chocolatito en face de lui. Excusez-moi, j'ai dans la rue les éboueurs qui viennent nettoyer la rue. Donc, ça fait un temps d'enfer. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Allez, salut à tous!